merci d'être présent pour cette présentation de la 5e édition donc, du référentiel d'éco-conception web, les 115 bonnes pratiques. Comme vous le voyez sur la page, ce premier slide, en fait, ce référentiel a reçu le soutien de l'AACC, l'Association des agences conseils et création, qui est la fédération professionnelle des agences de communication, de l'ADEME, que tout le monde connaît, du C3D, hein, le club des dirigeants, des directeurs développement durable, et puis aussi de Numéum, qui est la principale fédération professionnelle des acteurs du numérique. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Raphaël sur le slide suivant, qui est le co-auteur principal de cette 5e édition du référentiel, et tous les deux, eh bien, on va vous présenter en fait cette 5e édition. Raphaël, je te laisse peut-être te présenter, je me présente ensuite, et puis on continue. Oui, bah moi je travaille dans une ESN qui s'appelle Zenica, que vous connaissez peut-être, et je m'occupe des offres numériques responsables Green IT, plus précisément à Zenica, donc nos formations, nos conseils, et je suis aussi membre du collectif qui contribue au référentiel et aux outils autour de l'association Green IT. Et donc de mon côté, Frédéric Bordage, je suis le fondateur du collectif Green IT et de l'association il y a maintenant 21 ans, en 2004. J'ai initié ce référentiel en 2011, donc il y a maintenant bientôt 15 ans. Voilà, et c'est pour ça que Raphaël et moi allons vous présenter ce travail collectif, et évidemment, on vous présentera aussi l'ensemble des autres contributeurs et contributrices de cette 5e édition. Pour Il y en faire a, simple, il y en a pas mal qui sont présents aujourd'hui de contributeurs et contributrices, donc on pourra éventuellement les citer. bien sûr, avec plaisir. Et donc, juste pour vous présenter brièvement le collectif, enfin, l'écosystème Green IT, en fait, c'est un écosystème qui a maintenant 21 ans. Et donc, en son cœur, on a un ensemble d'experts qui sont des experts de terrain, qui font du conseil, qui apportent de l'expertise, de la formation, comme Raphaël, par exemple. Et on a une communauté open source, le CNUMER, qui produit un ensemble d'outils. Alors, ça peut être des référentiels comme celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais aussi des outils que vous connaissez déjà peut-être, comme Green IT Analysis, EcoIndex et bien d'autres, en fait, hein, concrètement. Et puis, autour de ce pool, en fait, d'experts, eh bien, on a une association loi 1901 reconnue d'intérêt général qui porte le plaidoyer de l'association, donc de l'écosystème finalement auprès des parties prenantes, que ce soit l'État français, la Commission européenne ou autre. Et puis on a un club qui réunit des entreprises privées et publiques pour les aider à avancer sur ces sujets-là, le numérique responsable au sens large, mais aussi l'éco-conception de services numériques qui nous intéresse aujourd'hui. Je propose qu'on passe au slide suivant, Raphaël. Donc, au niveau de l'agenda, on a 1 heure ensemble. On va essayer d'être synthétique avec Raphaël pour avoir un maximum de temps de discussion avec vous. Je vais vous représenter le contexte qui nous amène à parler d'éco-conception de services numériques en 3 slides, promis, pas plus. Et puis ensuite, je vous représenterai rapidement ce qu'est le référentiel d'éco-conception web pour celles et ceux qui découvrent cet outil. Raphaël fera un focus sur toutes les nouveautés de la V5, et puis je reviendrai très rapidement en un slide sur le livre qui est associé à ce référentiel, et puis on aura un temps d'échange. Donc, pour commencer par le contexte, je laisse juste Raphaël faire avancer le slide. Tu peux y aller, voilà. Donc le contexte, vous le connaissez. On a un contexte qui est qu'on a 6 limites planétaires sur 9 qui sont aujourd'hui dépassées. Le fait que l'humanité dépasse les capacités de l'écosystème planétaire à nous fournir un certain nombre de services va entraîner un certain nombre de crises majeures. Le numérique fait partie de cette source en fait d'impact, et donc on va devoir réduire nos impacts environnementaux, dont ceux du numérique, notamment à travers de la démarche d'éco-conception. Je propose qu'on passe au slide d'après. Donc, au niveau du numérique, on a principalement 3 impacts environnementaux qui sont vraiment majeurs, en tout cas en France, hein. Comme vous le voyez sur le slide, si on compile les 2 premiers à hauteur de 26%, c'est
l'épuisement des ressources abiotiques, on a 52% des impacts environnementaux du numérique en France qui est constitué de l'épuisement de ressources abiotiques de type métaux et minéraux et de type fossiles, donc du pétrole, du charbon, etc. On a ensuite 28% des impacts qui sont liés aux radiations ionisantes, donc là on est sur des impacts sanitaires, et puis on a 11% des impacts du numérique en France, qui est constitué d'émissions de gaz à effet de serre, qui va entraîner un réchauffement global, qui entraîne lui-même un changement des climats locaux. Slide d'après. Et donc, en résumé, pour pouvoir se concentrer rapidement sur le référentiel qui vous intéresse, aujourd'hui, le numérique, c'est à peu près 40% de notre budget annuel soutenable. C'est quoi notre budget annuel soutenable? Ce sont les limites planétaires qu'on va diviser par le nombre de terriens. Et donc, ça va nous donner une idée de la quantité d'impact qu'on peut avoir chacune d'entre nous sur une année et qu'on ne devrait pas dépasser pour ne pas dépasser les limites planétaires. Et donc aujourd'hui, le numérique représente déjà 40% de ce budget annuel soutenable, c'est 10 fois trop. Donc il va falloir diviser par 10 nos impacts, d'autant plus que la dernière étude qu'on a réalisée, qui n'est pas encore publiée, montre qu'au niveau des réserves rentables de métaux à partir desquelles on fabrique le numérique, il nous reste à peu près entre 15 et 60 ans selon le métal avant que ces réserves rentables ne soient épuisées. Donc on a deux axes majeurs sur lesquels on peut s'appuyer en fait pour réduire les impacts du numérique, c'est fabriquer moins d'équipements et faire en sorte que les équipements qu'on fabrique durent plus longtemps. Pour parvenir à ces deux objectifs majeurs, on a trois clés. La sobriété numérique, c'est-à-dire qu'on n'a pas loupé sa vie à 40 ans si on n'a pas de montre connectée. Donc, c'est littéralement consommer moins de numérique volontairement. On va avoir le réemploi qui va permettre de limiter le nombre d'équipements qu'on fabrique et qui va allonger la durée de vie des équipements qu'on a déjà fabriqués. Et puis, on a évidemment l'éco-conception, qui est le sujet du référentiel qu'on vous présente aujourd'hui. L'éco-conception qui peut être vue comme une contrainte, puisque bientôt vous serez contraint légalement d'éco-concevoir les services numériques, les systèmes d'information. Mais aussi, on peut le voir comme une opportunité, et nous, on préfère voir ce sujet de l'éco-conception de services numériques comme une opportunité qui permet de créer des services numériques, dont les sites web qu'on va évoquer avec ce référentiel, qui soient avec une meilleure expérience utilisateur, plus rentable, qui globalement fassent progresser. Je suis désolé, j'ai plein de pop-up sur mon écran, qui fassent qui soit bénéfique et qui soit plutôt un levier d'innovation, un levier d'opportunité plutôt qu'une contrainte. Voilà le contexte. Maintenant, si on se concentre sur le référentiel en lui-même, donc vas-y, si t'es bien. Le référentiel éco-conception web, donc qu'on résume souvent en Airweb ou en les 115 bonnes pratiques parce que c'est aussi le sous-titre du livre associé à ce référentiel. Ce référentiel existe depuis 2011. C'était la V0. La première édition au format papier sous la forme d'un livre est sortie en 2012. L'avant-dernière édition, on l'a publiée en mai 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et puis là, on est à la publication de la 5e édition, donc en juin 2025. Qu'est-ce qui caractérise ce référentiel? Quand on l'a créé, il y a donc maintenant une quinzaine d'années, on l'a créé pour faciliter et accélérer le travail des équipes sur le terrain pour déployer d'un point de vue opérationnel l'éco-conception sur un champ d'application qui soit assez resserré, qui est celui des sites web et plus globalement des services numériques à architecture Internet. Ça veut dire que ça fonctionne aussi pas que pour des sites web, mais aussi pour des API ou n'importe quoi qui a une architecture Internet. La cible, c'est clairement les professionnels du numérique, c'est-à-dire, je pense, la plupart d'entre vous qui assistez à cette présentation. Et au niveau du collectif Green IT, tout ce qu'on fait est toujours gratuit et mis à disposition sous licence open source ou Creative Commons. Donc, ce référentiel qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous verrez que vous pouvez y accéder de différentes façons, et notamment au travers d'un site web dédié que va vous présenter Raphaël, d'un dépôt GitHub,
Et si vous souhaitez avoir une version papier ou PDF d'un livre bien mis en page, etc., vous pouvez aussi y accéder. Là, ça sera payant par contre. En termes de nombre d'utilisateurs de cet outil, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 40 000 professionnels dans les pays francophones qui utilisent le référentiel d'éco-conception web. Et on a fait un certain nombre de statistiques du côté de Zenica, mais aussi du côté d'un des membres, enfin d'un des acteurs de l'écosystème français, je crois que c'était l'Agite, si je ne dis pas de bêtises, qui nous montre que le référentiel d'éco-conception web est aujourd'hui le premier ou le second référentiel le plus utilisé concrètement sur le terrain. Comme vous l'avez vu, il est également soutenu par les principaux acteurs dans ce domaine-là. Donc voilà un petit peu l'ADN de ce référentiel. Si on passe au slide suivant, qu'est-ce qui fait qu'on parle d'un référentiel concrètement et pas d'un guide de bonne pratique? Un référentiel, il a forcément une taxonomie standard. Donc une taxonomie, c'est ce qui permet d'organiser les bonnes pratiques. Il va, dans un référentiel de moyens tel que celui qu'on vous présente, il va avoir un ensemble de bonnes pratiques qui le constituent. Et puis, il y a 2 autres éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est qu'on a besoin de règles formelles de tests qui permettent à tout le monde de tester la bonne mise en œuvre d'une bonne pratique exactement de la même façon. Et puis évidemment, d'un seuil quantifié, un seuil numérique de conformité. Ce qui permet à l'ensemble des 40 000 utilisateurs de cet outil d'évaluer exactement de la même façon, sans ambiguïté, s'ils ont effectivement déployé ou pas la bonne pratique, ce qui nous rend donc comparables les uns aux autres de façon standard et qui permet ainsi de progresser parce qu'on va se situer dans notre maturité, notre capacité à déployer ces bonnes pratiques, identifier les champions ou les championnes et pouvoir s'appuyer sur leur expertise, leur expérience pour progresser de notre côté concrètement. Et puis, un dernier aspect qui est important dans un référentiel, c'est que si ce référentiel devient demain une obligation légale, il doit absolument être opposable. Et pour être opposable, qui est un terme juridique, eh bien, il faut qu'il ait les 4 propriétés qui sont listées sur le slide. Donc, comment on a fait, nous, sur ce référentiel, concrètement? Eh bien, si on regarde la taxonomie, on a décidé de s'appuyer sur les standards internationaux, ISO, 14040 qui définit l'analyse du cycle de vie, qui nous donne une idée de c'est quoi les étapes, donc les différentes étapes d'un cycle de vie. Et puis sur ISO 24748 qui précise les étapes du cycle de vie d'un service numérique, puisque ça existait et que pour qu'un référentiel soit opposable, il faut s'appuyer sur une taxonomie standard, autant s'appuyer sur ces 2 taxonomies standards. Et c'est pour ça que le référentiel est organisé aujourd'hui en 7 étapes que vous pouvez lire, hein, les specs, la conception, la réalisation, la production, l'utilisation, support maintenance et puis fin de vie. On a en fait compilé ISO 14040 et ISO 24748 pour que l'ensemble du référentiel soit structuré sur la base de standards internationaux, concrètement. Donc, pour que ce référentiel vous permette également d'évaluer la mise en œuvre des bonnes pratiques de façon homogène, on s'appuie sur une règle formelle de test de mise en œuvre et un seuil de conformité. Et donc, pour vous donner un exemple très concret de ce que vous allez retrouver dans ce livre, eh bien, on a une bonne pratique qui s'appelle limiter le nombre de requêtes HTTP. Donc ça, c'est la bonne pratique en elle-même, qui évidemment est détaillée dans le référentiel. On comprend pourquoi et comment la mettre en œuvre. Pour évaluer si on l'a effectivement mise en œuvre, on a une règle de test formelle qui est le nombre de requêtes HTTP est inférieur ou égal, donc ça c'est la règle formelle de test, à 40, qui est le seuil de conformité. Donc pour chacune des bonnes pratiques, des 115 bonnes pratiques dans le référentiel, eh bien vous allez retrouver une règle de test formelle et ce seuil de conformité, ce qui permet de se comparer avec le reste du monde. Comme je vous l'ai dit, il est 100% ouvert ce référentiel. Vous avez les liens dans le support, à la fois vers le site web que va vous présenter Raphaël, vers le dépôt, voilà, et il permet également il est intégré dans les autres outils du collectif, les checklists et l'ensemble des outils qui sont mis à disposition, tels que Green IT Analysis, mais bien d'autres. Voilà en gros pour vous présenter le référentiel et donc je vais passer la main à Raphaël pour qu'il puisse vous présenter les nouveautés de cette 5e édition.
Alors, au niveau des nouveautés de la cinquième édition, c'est pas une mise à jour majeure en termes de contenu, au sens où on n'a pas de nouvelles pratiques, on n'a pas retiré, on a mis à jour les titres, descriptions, exemples et éventuellement règles de validation dans les différentes pratiques. Donc, tous les contributeurs qui sont listés ici, je ne vais pas tous les citer, dont une bonne portion sont connectés aujourd'hui, ont participé aux relectures des fiches. Donc, il y a euh, une équipe qui a relu, une équipe qui a édité les fiches, et ils ont tous aussi pris le temps de mettre à jour la traduction en anglais des différentes fiches du référentiel. Donc c'est beaucoup de travail. C'est assez chronophage de faire ce genre de choses. Donc merci à tout le monde. Et les nouveautés de la V5, en fait, sont les deux grands points qui sont là en bas, c'est-à-dire que dans les jours qui viennent, sur l'adresse qui était citée juste avant ici, sur ref.greenIT.fr, vous allez avoir le référentiel en page web, tout simplement, des pages qui sont plus agréables à utiliser que GitHub directement. Et donc, au lieu d'avoir soit le livre, soit le GitHub, vous avez en plus un site user-friendly, plus ergonomique et plus pratique pour accéder aux différentes fiches, avec du coup un lien direct par fiche et une version anglaise et une version française disponible. La version en espagnol, ce sera toujours la V4 qui sera déployée dans un premier temps, mais la traduction a été lancée des mises à jour de la V5 en espagnol. Et deuxième grande mise à jour à partir de cette V5, c'est le mapping avec le RGESN. Donc le RGESN, c'est effectivement le standard commandé par les agences gouvernementales, donc qui prend de l'ampleur dans les contextes d'entreprise et qui se veut générique, donc pas spécifique à un type d'implémentation comme le web par exemple. Du coup, ça a beaucoup de sens de proposer AirWeb en complément de RGESN, même s'il y a beaucoup de critères génériques dans AirWeb et qu'on peut l'utiliser globalement sur beaucoup de services numériques. Le fait de dire on prend un référentiel générique qui est le RGESN et on le complète avec un référentiel spécifique, par exemple AirWeb pour une implémentation web, ça marche très bien. Et pour faciliter ça, donc on a créé une correspondance entre les critères RGESN et les critères de AirWeb quand c'était possible qui est retrouvable donc, sur toutes les fiches pour lesquelles on a identifié cette correspondance. Donc, si on reprend le détail de la fiche, vous avez maintenant désormais, alors ici on l'a pas sur la capture, mais le mapping RGESN qui est disponible dans chacune des fiches. Vous avez toujours le niveau de priorité, les niveaux de difficulté de mise en œuvre et la quantité d'impact environnemental associés à la fiche, donc qui permettent de prioriser les différentes pratiques à mettre en place. Vous avez la règle de conformité qui vous donne l'information de euh, est-ce que vous avez passé ou pas le seuil, parce que vous avez bien respecté la règle qui vous permet d'avoir un critère formel à vérifier, ce qui n'est pas le cas de tous les documents. Euh, c'est intéressant à voir et les mises à jour des fiches proviennent de l'expertise des différentes personnes qui ont relu les documents et qui ont donc utilisé leur expérience et ce qu'ils font tous les jours sur le terrain pour mettre à jour le document de façon qualitative. Le mapping RGESN, donc ici on voit dans l'exemple cette fois dans les captures le mapping vers les critères RGESN qui correspondent aux pratiques en question. Et le site web DG, donc je ne pourrais malheureusement pas vous montrer aujourd'hui parce que la version sur ref.venati.fr n'est pas encore à jour. En fait, si vous allez dessus, vous allez avoir le référentiel WordPress sur le lien AirWeb, mais c'est une question de jour. Le collectif est dessus. Et il y a un problème technique sur le CMS. Normalement, j'aurais dû vous montrer la version CMS euh, pré-prod, on va dire, mais j'arrive plus à me connecter. Il doit y avoir un truc qui est tombé. Du coup, je ne pourrais pas vous montrer le site dédié. Mais heureusement, il y a des captures qui m'ont permis de sauvegarder la démo. Donc, vous voyez ici à quoi ça ressemble. C'est une page web avec des cartes pour chaque critère. Et quand vous cliquez sur une carte, vous avez le détail de la fiche avec les règles de validation, la description, l'exemple, les niveaux de priorité ici à gauche. On n'arrive pas à lire, mais vous avez le niveau de priorité. Et aussi le mapping RGESN, on voit en haut, petit RGESN là. Donc c'est le contenu que vous connaissez du livre ou du GitHub, mais en version plus pratique et plus ergonomique. Je pense que ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'on a la possibilité de filtrer si tu reviens sur les captures d'avant,
On a la possibilité de filtrer les bonnes pratiques. On le voit, où est la souris de Raphaël. Donc on peut les filtrer avec 2 critères, ce qui permet de retrouver très rapidement quand on cherche une bonne pratique en particulier, on peut les retrouver très rapidement, hein. Et puis comme vous le voyez tout en haut, il y a un bouton, il y a un champ de saisie recherché. Donc par exemple, si vous recherchez, un critère RGESN, le 3.4 ou je ne sais quoi, ou si vous le tapez dedans, vous allez tomber sur toutes les fiches qui référencent ce critère. Donc vraiment ce site, il a vraiment été conçu pour vous aider à gagner du temps, dans l'implémentation des bonnes pratiques du référentiel d'éco-conception web, mais aussi dans le fait de jongler avec, différents référentiels concrètement. Et vous avez aussi de l'internationalisation ici. On voit les versions anglaises et espagnoles disponibles directement. Donc pour finir cette, présentation succincte, de cette 5e édition du référentiel, vous savez que depuis le début, hein, depuis 2012, et qui était la V1, du référentiel, il y a un livre qui, est associé. Donc ce livre, il est édité aux éditions Erol et depuis, la 4e édition, on limite son tirage papier à 2 000 exemplaires pour éviter, d'avoir des invendus. Alors en général, on fait plutôt des retirages parce qu'en général, c'est plutôt 4 ou 6 000 exemplaires qui partent au format papier. Le papier est quand même hyper agréable et pratique à utiliser. Donc si au-delà de tous les accès gratuits, que ça soit le dépôt, le site web, les checklists et cetera, si au-delà de ça, vous souhaitez accéder à un contenu, mis en forme sous la forme d'un livre, vous pouvez y accéder au format papier et au format PDF, alors directement sur le site d'Erol ou en vous connectant sur le site ecoconceptionweb.com qui vous donne aussi d'autres librairies en ligne vous permettant d'y accéder. Il est disponible partout, en fait, dans toutes les librairies, que ça soit en ligne ou en physique, concrètement. Il est commercialisé entre 12 et 14 € selon qu'on soit sur le format papier ou PDF, hein, globalement. Ce que vous allez retrouver en plus dans ce livre, au-delà de la mise en forme et donc du form factor, du fait que ça soit un livre, vous allez retrouver une longue introduction qui fait à peu près 40 pages, dans laquelle, si vous découvrez la démarche d'éco-conception appliquée au web, eh bien, vous allez découvrir toutes les bases. C'est-à-dire qu'on va vous parler du standard d'éco-conception IEC 62430, on va vous expliquer ce que c'est qu'un service numérique, et donc on va vous présenter des outils complémentaires. Donc c'est une longue introduction d'une 40aine de pages qui vous permet pas simplement d'accéder à des bonnes pratiques sans trop comprendre le comment du pourquoi, le contexte, comment déployer, mais qui vous donne aussi des billes concrètes pour vous aider à mettre en œuvre concrètement cette démarche d'éco-conception appliquée au site web. Donc c'est la plus-value que vous retrouverez dans ce document. Rappelons-le quand même, hein, 100% des droits d'auteur sont directement reversés au collectif pour financer les serveurs Ecoindex, enfin globalement tout est reversé. Donc on gagne pas d'argent avec ce livre, hein, concrètement. On a plutôt la volonté de démocratiser la démarche et de donner accès via un support qui soit celui le plus adapté à votre mode de fonctionnement, quoi, concrètement. Voilà, et donc on vous encourage aussi, si c'est d'intérêt pour vous, à aller vous renseigner, regarder ce livre et de l'acheter si vous le souhaitez. Voilà pour la présentation de cette 5e édition. Donc je pense qu'on est largement dans les temps pour avoir un temps d'échange avec vous. On a pris une petite demi-heure. Il nous reste donc maintenant entre 20-25 minutes pour pouvoir échanger si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas. Et donc là, Xavier, je ne sais pas si tu as compilé les questions qu'il y avait dans la conversation. On a un petit problème technique. Les questions, en fait, enfin, la conversation, elle n'était pas disponible pendant que vous parliez. Et donc, il y a Sylvain qui est en train de régler ça. D'accord. Alors en attendant, Ouais. on va vous trouver le moyen que vous puissiez poser vos questions. Effectivement, si vous souhaitez nous rejoindre, je pense que c'est le slide d'après, si vous souhaitez nous rejoindre, tout le travail qu'on fait est bénévole, ouvert
gratuit. Donc, on vous a mis quelques liens dans la présentation. Si vous êtes inscrit sur Eventbrite, on vous enverra un lien vers la présentation pour que vous puissiez retrouver tous ces aspects. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a, disons, au moins 3 canaux qui vous permettent de prendre contact avec le collectif pour contribuer. On a le mail collectif@greenIT.fr. On a, si vous êtes plutôt profil technique, sur le GitHub du CNUMER, eh bien, vous allez pouvoir venir contribuer directement. On a à peu près 25 outils, comprenons le référentiel. Et puis, on a aussi un Mattermost, chat.greenIT.eco, qui vous permet de rejoindre la communauté et de venir nous prêter main forte pour faire évoluer tous ces outils qui sont des biens communs. Ce sont des communs numériques qu'on met à disposition de tout le monde. Donc, n'hésitez pas. En particulier, si vous parlez espagnol, par exemple. Oui, en ce moment, oui. La traduction de REV5, il y a assez peu de personnes dessus, donc ça, ils seront ravis d'avoir du renfort. Et plus globalement, tous les outils, c'est de l'open source, donc toute contribution est bienvenue. Est-ce qu'on a des premières questions, Xavier? Oui, justement, donc, il y en a une, on y a répondu au début du webinaire, c'est est-ce que le replay de la présentation sera mis à disposition? Oui, là, il est enregistré, il est en cours d'enregistrement. Ça, c'est la première question un peu plus pratique. Alors, à la fois le replay et vous aurez aussi accès au support. Donc, vous aurez les deux. D'accord. Alors après, j'ai 2 questions. J'en ai une, c'est est-ce que le plugin de navigateur NumEcoDiag est à jour et toujours valide? Alors, NumEcoDiag, c'est un outil qui a été créé par. Alors, je ne sais pas si c'est par la DINUM directement, mais en tout cas, c'était basé sur le référentiel d'éco-conception de la DINU qui s'appelait RGESN avant le RGESN de l'ARCEP et en fait, qui permet de saisir des questions, enfin de saisir des réponses par rapport à ces différents critères et de s'évaluer avec un score d'avancement. Ce n'est pas un outil du collectif. Et alors, je ne l'ai pas testé récemment. Je ne sais pas s'il a été mis à jour avec la version ARCEP du RGESN du 17 mai 2024. Je ne crois pas, mais parce que je n'ai pas entendu parler, mais je n'ai pas vérifié récemment. Et ce n'est pas, c'est pas de notre côté, c'est pas dans notre collectif. Même si ça peut être un outil très utile, mais c'est pas chez nous. Ok. Oui, c'était bien de le repréciser, même si c'est sûr que pour certains, ça peut paraître évident. Sinon, ensuite, une question intéressante assez technique sur est-ce que là, il y a une version JSON du référentiel qui sera disponible? Alors, en l'état, pour l'instant, non. Là, tout de suite, il n'y en a pas de disponible tout de suite. Mais évidemment, si c'est une demande, alors pas que d'une seule personne, mais si c'est une demande un peu généralisée, on peut évidemment travailler dessus et mettre à disposition une version de JSON. Après, on fait tout bénévolement, hein, donc ça dépendra des moyens qu'on peut attribuer au niveau du temps, en fait, à cette demande. Mais oui, welcome, hein. Donc, j'invite cette personne qui a posé la question à revenir vers nous sur le mail collectif@greenIT.fr ou sur chat greenIT, de façon à ce qu'on puisse concrètement trouver le meilleur moyen ou celui où on dépense le moins d'énergie pour mettre à disposition ce JSON. Ok. Ensuite, j'en ai une autre qui est plutôt sur l'aspect concret du référentiel. Est-ce qu'il y aurait des exemples représentatifs de cette nouvelle édition sur quelles sont les bonnes pratiques qui sont plus ou moins sévères par rapport à avant? Alors, je laisserai Raphaël compléter, mais on n'a pas volontairement, comme l'a dit Raphaël au début, mais il l'a dit peut-être un peu vite, pour nous c'est évident, cette version, c'est une version «mineure» entre guillemets, au sens où on sait que vous êtes en production. Il y a 40 000 professionnels en production avec la V4 et donc on voulait que cette V5 soit une version intermédiaire. Les principales évolutions, c'est l'ajout du RGESN, le site web dédié, ce genre de fonctionnalités. En termes de contenu, on n'a pas ni supprimé ni ajouté de nouvelles bonnes pratiques, parce qu'on sait que vous êtes en prod et que vous ne pouvez pas changer vos habitudes et on ne peut pas tout changer tout le temps. Donc, on a voulu vous apporter de la stabilité, de la pérennité sur la V4.
Et du coup, j'ai eu un micro qui s'est allumé, j'ai perdu le fil. La question était? La question, c'est qu'est-ce qui est. Enfin, Oui, et donc, pardon. est-ce qu'il y a des choses qui ont été ajustées? Oui, Alors, on n'a pas dans les. Alors, j'ai pas par cœur toutes les règles de validation, mais il y a assez peu de changements au niveau des règles de validation. Donc, j'ai pas vraiment pu le préparer. Des exemples de changements. Et il y a une autre question d'ailleurs dessus. Est-ce qu'il y a un changelog avec la liste des changements explicites? Non, il n'y a pas non plus. Vous pouvez, si vous voulez, comparer les commits sur GitHub si vous êtes technique, pour voir un petit peu tout ce qui a bougé. Mais on n'a pas fait un log explicite de tous les changements. Et effectivement, on n'a pas préparé un exemple de choses qui ont changé. Mais globalement, les descriptions et les exemples sont plus clairs. Il y a des blocs de code qui ont été mis à jour, par exemple. Sur les règles de validation, il y a eu assez peu de changements. Donc, c'est pas plus ou moins sévère qu'avant. Voilà, c'est une mise à jour mineure. On est sur de la clarification, on n'est pas sur une grosse mise à jour. Par contre, en faisant le travail de relecture, on a noté pas mal d'idées d'amélioration plus conséquentes qui sont du coup dans la pile pour la prochaine version. c'est mineur en termes de contenu, mais par contre, le fait de disposer directement du mapping RGESN, le site web, etc., il n'y avait plus de version papier non plus du livre. Donc, pour ceux qui veulent y accéder au format papier, voilà, enfin, vous allez gagner du temps quand même par rapport à avant. Même si on n'a pas beaucoup modifié le contenu même des bonnes pratiques, vous allez clairement gagner du temps. Ok, bah, merci. Après, j'en ai une qui est très concrète et peut-être facile à répondre. C'est est-ce que l'extension GreenIT est à jour pour le coup? Enfin, est-ce qu'elle est à jour par Alors, rapport on a à... plein d'extensions, plein d'outils qui s'appuient dessus. Et je pense que l'extension GreenIT, ça doit être l'extension GreenIT Analysis qui est évoquée. Mais ça peut être aussi peut-être le plugin Lighthouse de Renault, enfin, ou Je pense d'autres. que c'est Kenneth Analysis. Après, la Et, version et, peut-être soit précisée, mais ouais, et donc, en fait, ces outils sont soit déjà à jour, soit ils le seront à la rentrée de septembre, en fait, au plus tard. Donc, ça dépend des outils, en fait. oui, donc effectivement, c'est un travail qui a été lancé il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. On a réuni tous les contributeurs du CNUMER qui s'occupent de tous les outils dont parlait Frédéric, donc de EcoIndex et les différentes intégrations EcoIndex, de Green IT Analysis des différents plugins, la plugin Lighthouse, EcoIndex, l'application desktop, etc. Enfin, comme on disait, il y a une trentaine de repositories sur le repository du CNUMER. Donc tous les contributeurs principaux ont été réunis et ont pris dans leur liste de tâches de mettre à jour leurs outils avec la V5 des 115 bonnes pratiques, donc enfin, de Airweb. Donc tous les seuils, les libellés, etc. Donc c'est un travail qui est en cours, qui est selon l'intensité la quantité de travail à faire déjà fait pour certains outils ou en cours pour d'autres. Si vous avez installé Green IT Analysis, automatiquement ça va se mettre à jour, sauf si vous avez désactivé la mise à jour automatique des plugins, mais dans les semaines qui viennent, vous aurez automatiquement ça qui va marcher. Merci pour les précisions. Il me reste 2 questions sous le coude. Il y en a une qui est vraiment qui concerne le référentiel, donc je vais vous la poser après. Et il y en a une autre qui est un peu plus générale sur l'aspect législatif. Donc la première, c'est est-ce que vous auriez des exemples concrets d'utilisation des fiches dont l'objectif de ce référentiel, il est d'essentiellement d'effectuer un audit et de faire une déclaration environnementale. Est-ce qu'il y aurait des exemples concrets d'utilisation de fiches dans cette optique-là? Alors, non, 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 je pense qu'il faut bien préciser, le référentiel d'éco-conception web, c'est un référentiel d'éco-conception. Il est là pour vous aider à éco-concevoir. C'est pas un référentiel de conformité. Mais en plus de vous guider dans et de vous aider à éco-concevoir vos projets web au sens large, on a ajouté tous les moyens de contrôle et de test avec des règles de test formelles et des seuils de conformité. Donc, c'est pas un référentiel qui est tourné vers la conformité, hein, comme il peut y avoir certains référentiels qui ne font que ça. C'est un référentiel qui est d'abord là pour vous aider à éco-concevoir et qui en plus intègre la conformité. Je pense que ça, c'est un point important. Et personnellement, je comprends pas complètement la question avec des fiches qui... Ouais, donc il y avait aussi une précision.
d'utilisation des fiches de manière automatisée. Je Alors, en fait, comprends pas ce que c'est. la personne demandait juste est-ce qu'il y a des exemples concrets d'utilisation de ces nouvelles fiches dans l'optique de réaliser un audit et de faire une déclaration. Donc ça, tu as bien répondu. Et après, la partie automatisée, j'imagine que peut-être qu'elle veut dire Alors de aujourd'hui, récupérer. aujourd'hui sur l'automatisation, on utilise Green IT Analysis et ses dérivés. Donc on a en outil d'automatisation donc qui détecte la mise en œuvre des bonnes pratiques de façon formelle avec les seuils de conformité, etc. On a Green IT Analysis et d'autres outils. Donc on a une extension de navigateur. Tu nous fais, ouais, tu vas montrer l'outil, Et super, merci. ouais, Voilà. Donc vous on a, savez, on a, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon Frédéric, pour ceux qui ne connaissent pas l'extension Green IT Analysis, donc c'est une extension de navigateur qui permet, avec juste un seul clic sur une page web, de calculer les coûts index et une estimation des impacts environnementaux ici, et d'automatiquement avoir une évaluation d'une partie des bonnes pratiques de Airweb, celles qui sont automatisables et visibles avec l'outil du navigateur en fait. Et donc on voit est-ce qu'il y a des choses qui sont bien mises en cache, est-ce qu'il y a trop de domaines, est-ce qu'il y a trop de requêtes, etc. Et donc associé à cet outil automatique, on a aussi une checklist. Et cette checklist permet donc de cocher les bonnes pratiques qu'on a mis en œuvre ou pas, en fonction on retrouve dedans la règle de test et le seuil de conformité. Et donc vous remplissez cette checklist avec des 1, j'ai mis en œuvre la bonne pratique. Des 0, j'ai pas mis en œuvre la bonne pratique. Ça va automatiquement calculer votre score de maturité, concrètement. Cette checklist fait partie des outils qui vont être mis à jour dans les semaines qui viennent. Donc ça, c'est moi qui l'ai pris et je vais m'en occuper très bientôt. Et voilà, donc mettre à jour les règles de validation et les titres, et éventuellement les priorités qui ont changé, parce qu'il y a quelques critères sur lesquels les priorités ont un peu bougé. Donc ça va être mis à jour, mais donc c'est le genre d'outil que vous pouvez utiliser, avoir un score d'avancement à partir de ce que vous avez, mis en œuvre. Et ce qui est clair, hein, c'est que sur 115 bonnes pratiques, aujourd'hui, les outils qui automatisent la détection, ils vont en automatiser autour de 25-30 maximum. Le reste, on ne peut pas le faire. Ça ne sera jamais automatisable, hein, concrètement, ou très difficilement automatisable. Et donc, quand on fait un audit pour évaluer le nombre de bonnes pratiques qu'on a réussi à déployer sur un projet, malheureusement, il faut le faire manuellement. Il n'y a pas d'autre solution pour, disons, les 2/3 au moins des bonnes pratiques, hein, concrètement. Des choses comme ne pas retenir les fonctionnalités non essentielles, c'est pas automatisable par exemple. Ou est-ce que le design est simple, ou il y a des choses qui sont pas vraiment automatisables, donc qui se placent à un niveau qui est pas très accessible à un outil. Ok, merci. Du coup, Raphaël, tu as pu anticiper une question. Il y avait une personne qui demandait est-ce qu'il existe un support ou une méthode pour réaliser une revue de la bonne mise en œuvre de ces 115 bonnes pratiques avec un score éventuellement. Du coup, ça pourrait être ce genre d'outil qui permettrait en tout cas de... Alors, Ouais. c'est exactement cet outil-là, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, c'est pas une extension dans un navigateur. C'est une simple grille d'un tableur, hein. Mais franchement, c'est au quotidien pour nous qui faisons ça depuis 15 ans quand même, hein, tous les jours. C'est largement aussi efficace qu'une extension dans un navigateur. Pour l'instant, on n'a pas eu trop la demande de faire une extension de navigateur comme l'outil qui existe déjà, qui est basé sur le référentiel de la DINUM. Voilà, ça serait très simple à faire hein, d'un point de vue technique, mais aujourd'hui, les pros nous demandent plutôt un tableur parce que c'est simple, concrètement. En fait, l'extension de navigateur, ce qui est intéressant, c'est de voir les pratiques techniques. Et pour calculer un score d'avancement, effectivement, une spreadsheet, ça marche mieux. Et, et après, vous pouvez du coup le traduire en différents types de spreadsheets sur d'autres. Enfin, là, c'est du Excel ce que j'ai montré, mais il y a plein de variantes possibles. Et comme c'est un document qui est disponible gratuitement, vous pouvez le modifier comme vous voulez, transformer changer le format, changer le contenu si vous le souhaitez. Enfin, tout est possible. Super, top.
Une dernière question là, sur le référentiel, c'est est-ce que il y a déjà en vue une V6 majeure qui remet le référentiel à jour sur le fond des Oui, 5 ans de pratique? Oui, oui, comme oui, je tout disais à tout à fait. l'heure, on a, pendant la relecture de la V5, il y a pas mal de choses qu'on a identifiées, où on se dit, oui, là, on pourrait les regrouper, là, effectivement, c'est trop spécifique à une certaine technologie. Par exemple, il y a des choses qui sont de la configuration de Apache en particulier, alors qu'on pourrait utiliser un autre serveur, donc on devrait le généraliser, où il y a plusieurs critères qui sont liés à la modification du DOM. L'idée, c'est de ne pas trop le modifier, ou en tout cas de faire attention pour pas que ça fasse ramer le navigateur, donc on pourrait regrouper et donner des exemples techniques plutôt que d'avoir des critères séparés. Donc, c'est des choses qu'on a déjà en tête et on n'a pas encore re-rédigé tout ça, mais c'est déjà des choses qui sont dans le backlog. Ouais. En fait, il y a vraiment 2 sujets, hein. La V6, on y pense, comme le dit Raphaël. On a déjà plein de billes pour faire la V6, mais on sait que vous êtes en prod, la plupart d'entre vous, et on peut pas changer le référentiel tous les 2 ans, quoi, concrètement. Sinon, c'est infernal en prod quand on bosse, quoi, concrètement. Donc on essaye avec cette version intermédiaire d'apporter de la stabilité, voilà, sur, vos processus et cetera. Et on fera une version V6 là où on se permettra de casser ce qui a cassé un peu dans tous les sens, d'ajouter, supprimer des bonnes pratiques et cetera. Mais là, on voulait vraiment, vous apporter un peu de stabilité pendant encore 1 an ou 2, sachant que, ça demande aussi un travail énorme, hein. Les contributeurs, je pense qu'on peut même réafficher en fait, le slide, des contributeurs. Les contributeurs et contributrices qui ont participé à cette 5e édition, ils ont vraiment dégagé du temps, quoi. Il y a un boulot énorme derrière, la mise au point d'un référentiel tel que celui-ci. Et donc, on peut pas non plus, d'un point de vue humain, puisqu'on est une communauté open source non financée et entièrement bénévole, on peut pas faire une version majeure, tous les 2 ans, c'est impossible. Déjà, ça vous handicaperait sur le terrain pour ceux qui sont en prod concrètement là-dessus, et puis en plus, c'est humainement pas possible, on n'a pas les moyens, concrètement. Donc la V6, ça sera par contre une, modification majeure du référentiel. Et donc attendez-vous à ce que d'ici 2 ans à peu près, il y ait une modification majeure du référentiel. Ce qui veut dire aussi que si vous avez déjà des habitudes avec la V4, bah, il faudra vous y préparer un petit peu plus. Quand on est sur le terrain, qu'on est en prod et qu'il y a de nouvelles bonnes pratiques qui arrivent, d'autres qui disparaissent, et voilà, il faudra anticiper un petit peu cet aspect-là. Mais le revers positif de la médaille, c'est que vous aurez des bonnes pratiques sur des nouveaux sujets, qui sont apparus entre-temps, certaines, elles, vu les retours d'expérience, seront peut-être compilées, comme le disait Raphaël, on va en prendre 3 et en faire qu'une, et cetera. D'ailleurs, si vous avez des retours terrain ou des bonnes idées à nous partager, ou même si vous souhaitez contribuer, voilà, on peut remettre la diapo qui va bien à la fin. On est ouvert aux contributions, c'est de l'open source, c'est du commun numérique, donc Cool. Euh, ok, il y a donc quelqu'un qui demande d'avoir le lien de la checklist du fichier Excel qui a été présenté. Euh, moi, S Ouais. Ce site est plus tout à fait à jour. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes inscrit sur Eventbrite et puis ailleurs, sur les réseaux sociaux, on diffusera au fur et à mesure. Le lien vers la communauté, c'est chat.greenIT.eco. Je viens de voir, la question qui fait un pop-up. Donc c'est vraiment ça s'affiche à l'écran là, c'est chat.greenIT.eco. Et donc on diffusera au fur et à mesure qu'on aura, parce que là, il y a la mise à jour du référentiel en lui-même, mais vous voyez, on doit synchroniser des outils, on doit refaire la checklist, enfin, c'est un énorme travail, en fait, tout ça. Et donc au fur et à mesure, on vous tiendra au courant. À la fois, ceux qui sont inscrits à ce webinaire via Eventbrite, on vous enverra un mail pour vous dire: «Eh oh, ça y est, la checklist est dispo». Et puis suivez nos réseaux sociaux, on vous avertira aussi à ce moment-là dès qu'ils seront disponibles. Ok. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions sur les référentiels. il en restait une de Eric Martin. Oui, Martin, bien sûr. Martin. Qui était C'est autre chose, ouais, du coup, c'est plus sur l'aspect légal, justement. Sur quels sont. Enfin, apparemment, Frédéric aurait dit qu'il y aurait une nécessité légale pour les services numériques d'être éco-conçus. Et la personne aimerait avoir plus d'informations quant au délai et à la teneur Ouais, de cette OK. information.
On avait des slides et puis on a décidé de ne pas les mettre pour ne pas vous en mettre trop plein la tête avant de présenter les nouveautés de la V5. Je vais préciser ces aspects-là, en fait. Je vais essayer de faire simple. La Commission européenne a lancé une démarche d'harmonisation de la quantification et de l'affichage des impacts environnementaux de tout, les produits et les services, dont les sites web. Dans le cadre de ces démarches, elle a créé une méthode qui s'appelle la méthode PEF pour Product Environmental Footprint. Cette méthode s'appuie sur l'ACV, l'analyse du cycle de vie, pour quantifier les impacts environnementaux d'un truc numérique, concrètement. L'ADEME, ensuite, a précisé au travers de ce qu'on appelle un PCR service numérique, a précisé comment on doit calculer les impacts environnementaux d'un service numérique, dont un site web, concrètement. Ce qui est en cours de déploiement au niveau européen et français, c'est cette harmonisation de la quantification et de l'affichage des impacts environnementaux. Donc, d'un point de vue légal et d'un point de vue méthodologique, c'est en cours de déploiement. Je donne quelques contextes français au niveau de la loi. L'article 2 de la loi Climat et Résilience instaure un affichage environnemental pour tous. D'accord ? Et l'État français, dans sa grande sagesse, s'est dit avant de déployer l'affichage environnemental pour tous, eh bien, on va faire des tests, des pilotes pour voir si c'est possible. Et donc, l'article 13 de la loi AGEC contraint les opérateurs télécoms et les fournisseurs d'accès Internet à afficher les impacts environnementaux de la fourniture d'un accès à Internet ou d'un forfait mobile, concrètement, depuis 2022. L'article 35 de la loi Rennes oblige les communes de plus de 50 000 habitants à évaluer l'empreinte environnementale, c'est-à-dire la somme des impacts environnementaux, donc de faire la CV, de leur système d'information et du territoire qu'elles administrent. Les impacts du numérique à l'échelle du territoire de la ville de Paris, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a le déploiement de cet affichage environnemental, il est en cours, et par ailleurs, cet affichage environnemental va être accompagné par l'équivalent d'un Nutri-Score qu'on appelle l'éco-score, sauf qu'au lieu d'avoir des protéines, des lipides et des glucides, eh bien, il y aura du potentiel de réchauffement global, de l'épuisement de ressources abiotiques, de l'acidification, etc. Et on aboutira à un score unique. Dès lors qu'on aura ce score unique, on va pouvoir comparer ma banque en ligne point A et ma banque en ligne B sur un score unique d'impacts environnementaux. Et donc là, on va rentrer dans une logique de performance comme le Nutri-Score. Et donc là, très rapidement, si ce n'est pas obligatoire d'un point de vue légal, d'un point de vue business, ça va devenir obligatoire parce que si vous ne le faites pas concrètement, eh bien, vous aurez une étiquette, un éco-score qui sera pourri. Et globalement, ça devient un facteur de différenciation. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans la loi Rennes, initialement, l'article 16, qui a été transformé en article 25, devait rendre obligatoire l'éco-conception des sites web de l'État et des grandes entreprises. Et donc, ça veut dire que selon la teinture politique dans les années à venir, disons qu'actuellement, la teinture politique ne favorise pas forcément beaucoup l'environnement, mais si demain on avait une teinture politique au niveau européen et au niveau français qui soit plus pro-environnement, on pourrait assez rapidement, donc ça peut être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi, on pourrait très bien se voir contraindre, selon la taille de notre entreprise, d'éco-concevoir son site web, concrètement. Comme on est déjà contraint, à juste titre, pour l'accessibilité numérique. Donc, le timing, c'est politique, et donc nous, on n'a pas de réponse, on n'est pas à la place des politiques, on ne fait pas de politique, nous. Le timing, c'est les politiques. Par contre, il y a une certitude, simplement, on ne sait pas exactement quand, mais il y a une certitude que demain, vous soyez obligé d'éco-concevoir vos services numériques. C'est déjà une obligation pour tous les fabricants de matériel numérique. Demain, ça sera une obligation d'éco-conception et d'affichage, enfin de quantification et d'affichage pour vos services numériques, mabanquenligne.com ou quel que soit votre service numérique concret. Merci. Là, je vois pas d'autres questions pour l'instant. C'était vraiment la question un peu plus générale, un peu moins centrée sur le référentiel.
si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre dans la conversation. Et puis sinon, on va conclure, hein, s'il n'y a pas d'autres questions, de façon à libérer tout le monde et que vous ayez le temps de faire une petite pause entre midi et 2 avant de rattaquer. On attend encore quelques secondes et puis sinon on conclut. Une dernière là qui a popé. Il y a le site Lighthouse apparemment qui est hors ligne. Mais bon, Lighthouse, ça dépend pas forcément de. Je sais pas qui pose des questions. Je suis pas sûr. Peut-être que c'est la personne ne voulait pas dire Lighthouse, mais voulait dire autre chose. Ah, peut-être que c'était le. Il parlait peut-être du Ecoindex. référentiel. Ah oui, ok, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu des soucis. Non, Ecoindex, c'est pas hors ligne. Là, je viens de vérifier, donc c'est pas ça. On peut demander à Renaud, c'est lui qui s'en occupe. Pourquoi Lighthouse et Ecoindex ne fonctionnent pas. Donc Lighthouse, c'est Google, hein, c'est pas nous. Non, Lighthouse, c'est effectivement c'est un plugin de Google, mais le plugin Ecoindex pour Lighthouse, c'est bien chez nous. C'est un projet de Renaud et Luin. Et effectivement, ce lien ne fonctionne pas, mais je ne savais pas qu'il y avait un lien dédié. Donc, on va creuser ça. On a une dernière question là. Quelles sont les règles à respecter en cas d'utilisation des travaux actuels comme base pour développer des offres commerciales? Donc j'imagine qu'il veut dire comment on peut. Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour utiliser le référentiel? Alors, ouais, la licence. Tous les outils du collectif Green IT sont soit lorsque c'est un logiciel sous licence libre ou ouverte, hein, libre ou open source. Là, quand on parle du référentiel, on est sur un document, donc c'est une licence Creative Commons, c'est une licence Creative Commons by, donc on cite les auteurs, NC non commercial et ND pas de fork. À partir du moment où vous respectez cette licence, c'est-à-dire que vous ne vendez pas le référentiel, à partir du moment où vous n'adaptez pas le référentiel pour faire votre propre référentiel sur la base d'une autre, concrètement. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. La seule obligation que vous avez, c'est de reproduire la licence qui est associée au document, de reproduire cette licence Creative Commons, et cette licence vous oblige aussi à mettre un lien vers le document original, de façon à ce que quelqu'un qui lirait le document et qui soit intéressé puisse remonter à la source originelle du document. Donc il n'y a pas de contrainte à part respecter, citer les auteurs, ne pas faire de fork de l'outil. Alors pourquoi on interdit des forks? C'est pour essayer de concentrer les efforts de tout l'écosystème sur un seul référentiel et qu'on n'en ait pas 15, parce que sinon c'est ingérable pour tout le monde. À la fois, nous, on n'a plus assez de moyens humains pour le mettre à jour. Et en même temps, je m'excuse, je suis handicapé, j'ai perdu le fil là avec le. C'est pas grave. C'est Olivier Co qui a son micro d'allumé. Est-ce que ce serait possible, Olivier Co, de couper ton micro ou votre micro? Donc je m'excuse, j'ai perdu le fil. Mais c'est pas grave. Y a-t-il une autre question? C'était sur les licences, la question. Ouais. Mais bon, j'y ai répondu globalement. Donc s'il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions là. Eh ben, je vous propose qu'on s'arrête là, comme ça laisse à tout le monde le temps de respirer un petit peu avant de rattaquer sa journée ou d'aller manger. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On est évidemment disponible à toutes ces adresses pour répondre aux questions que vous auriez en suspens. N'hésitez pas. Et puis, comme on vous le disait, on vous enverra dès que possible les liens qui vont bien vers le replay, vers la présentation, vers la checklist, etc. Et on vous dit à bientôt dans la vraie vie au sein du collectif. On sera vraiment ravis de vous accueillir. À bientôt. Bon après-midi.